Ce boxeur arrogant ne sait pas qu'il affronte le plus grand maître de kung-fu de tous les temps, Huo Yuanjia. Ce qui s'est passé ce jour-là, en 1910, n'a jamais été et ne sera jamais oublié en Chine. Huo Yuanjia, âgé de 10 ans, est le fils d'un maître d'arts martiaux nommé Endi. Endi ne permet jamais à Huo de participer à l'entraînement de kung-fu car il a de l'asthme. L'enfant, cependant, est passionné par le kung-fu. Alors il fait de son mieux pour se faufiler dans les cours de son père pour essayer d'en apprendre les rudiments. Le seul ami de Huo est Jinzun, un gamin un peu ringard. Il fait tous les devoirs de calligraphie de Huo, ce qui lui permet de s'entraîner à la place. Endi est considéré comme le deuxième meilleur en arts martiaux de toute la ville. Mais cela va bientôt changer car il a été défié par le numéro 1, Zhao. Huo est enthousiaste à l'idée de ce combat et il est persuadé que la victoire reviendra à son père. Endi a l'avantage dans le combat et il est sur le point de porter le coup fatal à Zhao. Mais ses convictions et son fair play l'en empêchent. Profitant de sa gentillesse, Zhao riposte et gagne le combat de façon déshonorante. Huo a le cœur brisé par cet incident. Le fils de Zhao le défie alors dans un combat où seuls les enfants sont autorisés. Huo relève le défi avec confiance, mais il est vaincu en un rien de temps. C'est à ce moment-là qu'il se jure de redorer le nom de sa famille et de devenir le meilleur pratiquant d'arts martiaux de Tianjin. Jinsun et lui se rendent dans la bibliothèque de son père et volent son livre sur les arts martiaux. Puis, à l'aide du livre, ils s'entraînent jour et nuit sans relâche. Quand Huo pense enfin être prêt, il défie à nouveau Zhao au combat. Zhao accepte le défi avec une certaine confiance, mais il est devenu trop faible face à un Huo surentraîné. Plusieurs années plus tard, Huo a grandi et est devenu encore meilleur dans les arts martiaux. Il y a longtemps que son père est décédé, ainsi que sa femme qui lui a laissé une petite fille. Huo la gâte car elle est sa joie et sa fierté. Après son dernier combat contre Zhao, Huo est resté invaincu. Il a combattu plusieurs adversaires pourtant, mais aucun d'entre eux n'a été assez bon pour le battre. Huo a également rassemblé de nombreux fans et supporters de ses combats durant toutes ces années. Mais en cours de route, il a développé son orgueil et commence à oublier les principes respectueux que son père lui a appris. Il boit et fait la fête tout le temps et laisse ses disciples s'amuser plus qu'il ne s'entraîne. Certains jours, il boit tellement qu'il oublie de rentrer chez sa fille. Il a dépensé tout l'argent de sa famille et s'est endetté. Mais il ne s'en soucie pas du tout. Un soir, il se rend chez son meilleur ami, Jinsun, qui est devenu un riche homme d'affaires et le propriétaire d'un célèbre restaurant. Comme d'habitude, Huo boit jusqu'à minuit et régale ses disciples avec de la nourriture à volonté. Plus tard dans la nuit, Jinsun tente de ramener Huo à la raison. Jinsun sait que les disciples de Huo ne l'apprécient que parce qu'il leur offre gratuitement de la nourriture et des boissons. Il veut que Huo fasse attention à ses dépenses, mais Huo pense que Jinsun est tout simplement avare. Le lendemain, il tombe sur son plus grand rival, Qin. C'est le seul homme qui n'a pas encore combattu Huo. Comme il a également vaincu tous ses adversaires, Qin est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs dans le domaine des arts martiaux. Ils ont alors une légère altercation qui blesse la fierté de Huo. Il passe sa colère sur ses disciples, les battant pendant qu'ils s'entraînent. La nuit, un de ses disciples est ramené sur une civière. Il s'avère que Qin l'a battu sans raison apparemment. Huo suppose qu'il l'a fait par simple méchanceté et il se met en colère. Dans le restaurant de Jinsun, Qin et sa famille fêtent son anniversaire. Soudain, Huo fait irruption avec les siens et commence à boire à une table voisine. Qin lui demande de mettre leur rivalité de côté pour la nuit, car il ne veut pas se battre aujourd'hui, c'est un jour spécial. Mais Huo n'est pas d'humeur à reculer. Jinsun tente également de l'arrêter, mais se fait insulter à son tour. Huo défie Qin de se battre. Tout le monde sort du restaurant pour sa sécurité, laissant les combattants seuls. Ils se livrent alors à un combat acharné, tous deux faisant preuve de la même force et de la même habileté. Mais lorsque la colère s'empare de Huo, il ne respecte plus les lois martiales et il bat Qin jusqu'à la mort en lui donnant un coup de poing mortel sur la poitrine. Au petit matin, Huo rentre chez lui
et découvre le cadavre de sa mère sur son lit. Les partisans de Qin l'ont tué pour se venger de lui. Il pleure sa mort avant de se rendre compte que sa fille était aussi dans la maison. Il monte vite dans sa chambre et, à son grand désarroi, il voit sa fille allongée sur son lit, couverte de sang. Elle tient dans sa main une petite pochette qu'elle lui avait promis de lui donner à son retour. Brisé par les morts qu'il a causés, Huo sort de la maison lorsque ses disciples l'informent que l'homme qui avait été battu par Qin auparavant avait insulté sa femme. Qin ne l'a donc pas battu par simple méchanceté, mais pour l'honneur de sa femme. Rempli de culpabilité, de regret et de chagrin, Huo ne voit pas pourquoi il devrait continuer à vivre. Il embarque sur le premier bateau et s'allonge dans un coin, prêt à aller là où on l'amènera. Après avoir vécu dans la rue pendant 6 mois, Huo en a assez de la vie. Il tente de commettre l'impensable, mais il est bientôt sauvé par un groupe de personnes au bord de la rivière. Ils l'amènent dans leur tribu et prennent grand soin de lui. Mais même après avoir repris conscience, Huo sombre dans la dépression et ne parle à personne. Une femme aveugle nommée Moon s'occupe de lui et s'inquiète qu'il ne se lève jamais du lit. Sa grand-mère expérimentée est persuadée qu'il s'en sortira avec le temps. Un jour, Moon sent les cheveux de Huo et lui propose de les couper. Il marche pour la première fois depuis 1 mois et se rend à une rivière avec elle, où elle l'aide à se couper les cheveux. À partir de ce jour, il devient membre de leur communauté. Il les aide à cuisiner, à cultiver la terre et à faire le ménage. Au fil des années, Moon et Huo commencent à bien s'aimer. Puis un jour, les enfants de leur tribu est accusés de voler une vache dans une communauté voisine. La grand-mère et Moon implorent le pardon du chef rival. Mais selon leur tradition, une personne qui commet une erreur doit être battue jusqu'à ce que l'encens se consume. Huo prend la parole au nom de la tribu et propose de se faire battre à la place de l'enfant. Pour les adultes, la punition est un peu différente, ce qui signifie que Huo devra se battre contre le chef. Bien que Huo puisse l'achever en un rien de temps grâce à son kung-fu, il ne veut plus l'utiliser pour faire du mal à qui que ce soit. Au début, il ne se défend même pas, mais après avoir été motivé par la grand-mère, il commence à esquiver quelques attaques. L'encens brûle, mais le chef n'arrive pas à lui porter un seul coup. Il accepte sa défaite et félicite Huo. Le lendemain, Huo, Moon et les enfants de la tribu sont dans les champs. Les enfants veulent apprendre le kung-fu, mais Huo refuse de leur enseigner. Il sait ce qu'un grand pouvoir fait aux gens et veut que le village reste paisible pour tout le temps. Les enfants mentionnent aussi innocemment que Huo et Moon sont comme des amoureux, toujours plus proches l'un de l'autre. Un jour, Moon va voir la tombe de ses parents. Cela rappelle à Huo ses parents et sa fille qu'il a abandonnée après sa mort. Maintenant qu'il est dans un meilleur état mental, il veut retourner chez lui pour se recueillir sur leur tombe. Il fait part de son projet à Moon et celle-ci l'encourage avec joie. Huo promet de revenir dès qu'il le pourra et lui demande de l'attendre patiemment. Dans la scène suivante, nous le voyons entrer dans sa ville natale, Tianjin, qui a changé du tout au tout. Après la chute de la dynastie Qin, plusieurs nations puissantes ont attaqué la Chine et se sont emparées d'elle. Tianjin a été partiellement colonisée, ce qui a amené plusieurs résidents étrangers à s'installer dans la ville et à influencer leur culture. Huo se rend dans la maison de son enfance, qui n'est plus qu'un vieil endroit miteux. Laifu, le serviteur de la famille, l'accueille. Il a fait de son mieux pour garder les choses en l'état, mais après le départ de Huo, une bande de créanciers ont retourné toute la maison à la recherche d'argent. Huo se rend sur la tombe de sa famille et présente ses excuses à son père. Il va ensuite s'excuser auprès de la famille de Qin et s'incline devant son sanctuaire. Alors qu'il se promène dans la ville, il voit qu'un lutteur nommé Hercule O'Brien défie les Chinois dans un combat. Il est resté invaincu à chaque combat et il est sûr de sa prochaine victoire. Pour préserver l'héritage chinois, Huo veut le défier, mais il aura besoin d'argent pour cela. Pour sa prochaine étape, il se rend chez Jinsun et s'excuse pour tout ce qui s'est passé il y a déjà des années. Il promet qu'il a tiré les leçons de ses actes. Lorsque Jinsun découvre la raison pour laquelle il a besoin d'argent, il ne perd pas une seconde et lui remet par l'intermédiaire d'un assistant la somme demandée. Arrive le moment du combat à Shanghai. Hercule affronte Huo. À première vue,
Un petit homme comme Uo ne pourra jamais battre Hercule, qui est 2 fois plus grand que lui. Avant le début du combat, Uo demande à ce que lui et Hercule se battent dans l'honneur et la dignité. Profitant de la barrière de la langue, le présentateur se donne le malin plaisir de mal traduire les dires de Uo, et ainsi il dit à Hercule qu'il veut lui botter les fesses. Le combat commence et Uo prend instantanément l'avantage. Alors que le combat s'intensifie, Uo évite à son adversaire d'être empalé sur des clous sur le côté du ring. En bon sportif, Hercule accepte sa défaite, faisant de Uo le grand vainqueur. Uo acquiert une certaine notoriété grâce à ce combat singulier et est appelé à Shanghai. Il y rencontre Jin Sun, qui lui propose de créer la Qinwu Athletic Association, un lieu où l'on enseigne l'art du kung-fu à des étudiants chinois. Ainsi, malgré la pression étrangère constante, ils pourront préserver leur héritage. Pendant ce temps, un groupe de fonctionnaires de la Chambre des Affaires étrangères n'apprécie pas du tout la popularité croissante de Uo dans le public chinois. Ils craignent que ces victoires contre les combattants étrangers ne déclenchent des sentiments anti-étrangers au sein de la population chinoise. Par conséquent, pour s'assurer qu'il perde enfin sur le ring lors de son prochain combat, il propose un match entre Uo et 4 champions étrangers dans des combats consécutifs en une seule journée. Le représentant japonais, M. Mita, promet d'en finir une fois pour toutes avec Uo. Bien que le défi soit difficile à relever et qu'il s'agisse manifestement d'une tactique pour le faire perdre, Uo accepte d'y participer. Un jour avant le grand combat, il rencontre son rival, le champion japonais Tanaka. Ils discutent autour d'un thé et se lient d'amitié. Tanaka est un sportif honnête et respectable comme Uo, mais pas comme ceux qui le sponsorisent. Et nous voilà enfin le jour du combat. Uo doit affronter 3 combattants venus du monde entier, mais aucun d'entre eux ne tient plus de 2 minutes sur le ring. Uo parvient à les vaincre tous les 3 sans transpirer. Enfin, il affronte Tanaka, qui trouve vraiment injuste que Uo doit affronter 4 combattants la même journée. Il lui propose ainsi de reporter le combat à quelques jours plus tard. Mais Uo dit que c'est bon, il est prêt pour le combat. Et le premier round commence. Ils se battent en utilisant les armes de leur choix. Uo utilise un Senjutsu et Tanaka un katana. Au milieu de la bataille très intense, ils échangent accidentellement leurs armes. Tanaka n'est pas très doué pour le maniement d'un Senjutsu. Alors pour que le combat soit équitable, Uo propose d'échanger à nouveau les armes. Le premier round se termine sur un match nul. Pendant qu'il se repose avant de reprendre, Uo boit un thé empoisonné par M. Mita, qui veut le voir perdre d'une manière ou d'une autre. Le combat recommence, mais Uo s'effondre et se met à cracher du sang presque immédiatement. Tanaka demande alors que le combat soit arrêté pour la sécurité de Uo. Mais lorsque Uo apprend qu'il a été empoisonné, il souhaite continuer car de toute façon, il va mourir. Même épuisé et à quelques secondes de sa mort, Uo parvient à porter un dernier coup à la poitrine de Tanaka en utilisant la même technique que celle qui a tué Kin. Cependant, ce coup-ci, il retient son coup, apprenant de ses erreurs. Et à ce moment-là, il s'effondre. Tanaka déclare Uo vainqueur, sachant qu'il a délibérément retenu son coup. À la fin, Uo tombe dans les bras de son ami et meurt. Tanaka rabaisse rageusement M. Mita pour avoir tué un homme pour sa fierté. Il le traite de tous les noms et de honte pour le Japon avant de partir en trombe. Dans la dernière scène, l'esprit de Uo atteint le champ devant la maison de Moon. Elle court vers lui, sentant sa présence, bien qu'elle soit aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Activez la notification pour être averti des prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces 2 vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus. C'est les 2 vidéos qui sont le plus vues actuellement sur notre chaîne. Vous n'allez pas le regretter.